Bon, je pense qu'on peut débuter. Bienvenue à ce webinaire sur les enjeux RH pendant la crise du COVID-19. Je me présente, Samuel Filion, chef des communications chez Montréal Inc. Je remplace Nawel Anani qui malheureusement ne pouvait être présente aujourd'hui. En fait, on a deux super conférenciers aujourd'hui avec nous. Merci d'être là. Je vous présente Martin Larivière, entrepreneur et consultant en gestion, et Alexandre Tremblay-Michaud, consultant RH pour les startups et PME, qui vont vous donner une conférence sur le sujet. Et ensuite, on va ouvrir une période de questions-réponses. Vous pouvez poser toutes les questions que vous avez sur les RH pendant cette situation exceptionnelle que l'on vit. Allez-y, messieurs. Merci, Samuel. En fait, on nous a demandé de présenter aujourd'hui. Ça se veut davantage une discussion. On va avoir une courte présentation là, pour les 20-25 prochaines minutes. Mais on a décidé de laisser le plus de place pour une période de questions. L'objectif, en fait, c'est d'informer, accompagner, répondre aux questions rapidement sur les mesures qui ont été mises en place. Un petit accompagnement sur la gestion de crise, sur des aspects légaux, sur les mises à pied possiblement à faire, sur les aspects de la communication. Vous comprenez que chaque élément que je viens d'expliquer, c'est des cours de 45 heures à l'université. Donc, on va rester à 300 000 pieds là, dans les airs. Là, on effleure les sujets précédemment exposés. Je tiens à dire aussi là, qu'on n'aura pas la réponse à toutes les questions. Hein. Le COVID et puis toutes les mesures qui ont été mises en place actuellement, c'est sans précédent, c'est nouveau, c'est évolutif. L'information, elle est partielle actuellement. Les portails ne sont pas encore tous mis en place. Donc, autant que faire se peut, là, on va faire de notre mieux, là, mais on va essayer de répondre à vos questions. Et puis, je sais aussi que vous êtes aussi possiblement dans des contextes différents. Il y a des gens qui souffrent de la crise, qui en souffrent beaucoup, qui ont vu leur activité possiblement s'arrêter, ou du moins ralentir passablement. Puis il y en a d'autres qui ont vu leur activité croître, s'accélérer. Donc, les enjeux RH sont vraiment opposés, puis ça présente des problématiques qui sont passablement différentes. Fait qu'on ne va pas pouvoir répondre là, à tout dans une courte présentation de 20 minutes. C'était mon waiver du début. En fait, Alex et moi, on pensait pertinent de commencer avec les mesures qui sont en place. Je ne veux pas aller dans le détail là, parce que, bon, c'est lourd, c'est fastidieux, l'information, elle est partielle ou parcellaire. Mais en fait, c'est avant de réfléchir à différents scénarios, avant de penser à la gestion de crise, avant de penser à mettre des gens à pied, je pense que vous devez, je pense pas que j'ai la certitude, on a la certitude que vous devez passer au travers, en fait, des différentes mesures qui ont été mises en place. Avant d'arriver, évidemment, c'est le but étant du gouvernement, le but avoué du gouvernement, c'est d'éviter à tout prix les mises à pied. Bon, en même temps, si on n'a plus d'activité, on n'a plus d'activité. Là, il faut faire la part des choses. Mais je vous invite vraiment à prendre le temps de regarder puis d'analyser les différentes mesures. Les meilleures personnes, bon, il y a des gens, des conseillers RH qui en ont fait leur spécialité, mais vous pouvez aisément vous retourner vers des bureaux de comptables qui, à tous les jours, quotidiennement, nous envoie un rapport sur l'évolution, sur les mises à jour. Et puis, évidemment, je vous invite là, à consulter les différentes pages gouvernementales. Des mesures qui sont particulièrement intéressantes, là, évidemment, la mesure de subvention salariale d'urgence. Je l'ai dit tantôt, là, c'est sans précédent. Ça peut faire en sorte là, que ça nous intéresse grandement de garder des employés, ou du moins d'être assez créatifs là, pour les trouver ou les conserver plutôt. Le prêt d'urgence sans intérêt, si je ne m'abuse, c'est sorti ce matin. En fait, les différentes possibilités, c'est à voir avec vos institutions financières. Les critères ont été exposés par le gouvernement, mais à compter de ce matin, on peut possiblement s'en prévaloir. Puis il y a une partie là-dedans qui peut se convertir en subvention.
Donc, essayer de leverager autant que faire se peut, là, excusez-moi pour l'anglicisme, mais pour les mesures. Et bon, notre déformation professionnelle oblige, là, Alex et moi, là, conseillers RH, les programmes d'action concertés pour le maintien en emploi, c'est vraiment intéressant. Prenez le temps de regarder ces programmes-là pour vos employés. Oui, puis moi, je rajouterais peut-être juste sur ce programme-là, parce que j'ai parlé à un conseiller d'Emploi Québec ce matin. Vous allez voir, là, il y a plein de conseillers en ressources humaines qui vous annoncent des services quasiment gratuits, là, subventionnés à 100 au niveau de la GRH. C'est extrêmement important de parler à votre conseiller, surtout pour les services de gestion des ressources humaines et de consultation. Parlez à un conseiller d'Emploi Québec avant pour vous assurer de vous faire rembourser. Et si vous n'êtes pas en mesure de le faire, dans tous les cas, je vous suggère de vous assurer que les mandats que vous acceptez des consultants, c'est des mandats pour lesquels vous êtes prêt à payer, que vous êtes convaincu qu'il y a une plus-value, même si vous payez 100 des honoraires. Si vous n'avez pas déjà de conseiller avec Emploi Québec, vous pouvez aller sur le site du PACME là, et également sur le site des centres locaux d'emploi. En fonction de votre région, il y a un numéro de téléphone à appeler, vous laissez un message. Je sais qu'ils font beaucoup d'efforts pour essayer d'appeler tout le monde puis d'attribuer des conseillers. Et là, normalement, la procédure, c'est on arrive avec une offre de service, avec un livrable et un échéancier clair. On présente ça, c'est préapprouvé par l'Emploi Québec. Par la suite, une fois le mandat terminé, on fournit une preuve de paiement ainsi que le livrable qui était supposé être fourni dans le cadre du mandat. Et après ça, c'est remboursé. Fait que c'est payé d'abord par l'employeur et après ça, remboursé par Emploi Québec. Maintenant, au niveau du plan de continuité des affaires, en guise d'introduction, je le sais que ce n'est pas tout le monde dans la salle, si on peut dire comme ça, là, sur le webinaire, qui a la même situation, qui est dans la même industrie, qui a la même grandeur d'entreprise. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que vous devez tous, si je peux vous donner un conseil, puis s'il y a une chose qu'il faut que vous vous rappeliez de ce webinaire-là, vous devez tous adresser la situation de la crise actuelle, que ce soit par des ajustements au niveau de votre main-d'œuvre ou de votre façon de fonctionner, ou par des décisions difficiles qu'il faut prendre pour assurer la survie de votre entreprise. Fait que dans cette optique-là, ce que je ferais, c'est que je te demanderais peut-être, Martin, de donner quelques exemples de c'est quoi pour toi au quotidien la gestion des ressources humaines dans un cas COVID-19. En fait, Alex, bon, comme tu sais, on en a parlé précédemment, mais c'était les 2-3 semaines qu'on vient de passer les plus dures du point de vue professionnel. Moi, j'agis à titre de directeur des ressources humaines dans une compagnie où est-ce qu'ils ont 3 unités d'affaires. Une unité d'affaires qui surperforme, en fait, le COVID crée des opportunités. Donc, c'est un surplus de travail RH. On a des embauches à faire, on a du développement de compétences, on est dans l'urgence. Il y a une unité d'affaires que c'est plus moribond. Il y a des projets qui ont été repoussés, d'autres ont été devancés. Puis l'autre unité d'affaires, c'est la revente de ERP. Il n'y a personne qui est intéressé actuellement à dépenser des sommes astronomiques là, pour acheter un ERP. Donc, c'est repoussé. Donc, ça crée du travail, en fait, qui est passablement distinct. Et comme Samuel l'a dit, quel timing extraordinaire pour moi. Cette année, j'ai acheté une petite usine alimentaire où est-ce qu'on desservait 85 % de clientèle corporative. Donc, pour moi, c'est un drame absolu. On a dû se réinventer, mais bon, on en reparlera un peu plus tard. En fait, ce qu'on a constaté, nous, moi, en fait, tu me posais la question pour moi, bien, on n'avait pas de plan de continuité d'affaires. C'est pas quelque chose qu'on fait d'emblée. C'est généralement attribuable à la grande entreprise. On n'a pas ça. Donc, on s'est rendu compte qu'il n'est jamais trop tard pour en faire, là, sans que ce soit dans le micro-détail. Mais si vous n'aviez pas avant, c'est pas grave, mais essayez d'avoir cette réflexion-là dès aujourd'hui. Un plan d'urgence, là. Donc, qu'est-ce qui est essentiel chez vous? Quelles opérations sont critiques ou essentielles? Quels fournisseurs restent ouverts? Quels clients demeurent ouverts? C'est quoi les impacts que le COVID a chez vos clients? Tu as fait référence rapidement, Alex, mais sur les liquidités. Donc, c'est quoi on peut vivre combien de temps avec les liquidités sans nouvelle vente? Il y a une analyse à faire là, qui est essentielle. Quelle compétence est critique, quel employé est critique. Donc, il y a ce plan-là à mettre en place.
Je disais précédemment, la crise crée les opportunités, d'accord, mais on a dû se réorganiser, on a dû repenser les tâches, on a dû gérer, en fait, le manque de travail pour certains employés. Puis, bien évidemment, notre propension à changer ou innover va nous permettre de survivre. Donc, là, je reviens à mon exemple là, très, très personnel, en fait, de la petite usine alimentaire que j'ai achetée. 85% du chiffre d'affaires du jour au lendemain a disparu. Du jour au lendemain, j'aime croire qu'on s'est relevé les manches, les employés ont participé. Le plan, ce n'était pas de fermer du tout. En fait, ça a été même plutôt catastrophique. On s'est mis à desservir une population de consommateurs finaux, mais on n'était pas équipé du tout pour ça. On a procédé à des embauches de gens qui prennent des commandes et qui font de la sollicitation. Écoute, c'est loin d'être parfait encore. Ceci dit, j'ai la certitude qu'on va passer au travers. Tu me posais la question, bon, gestion de crise, on fait quoi? Ça ressemble à quoi dans le quotidien? Mais c'est de dealer avec du stress puis de l'anxiété. C'est de dealer du point de vue du gestionnaire ou du propriétaire avec un stress énorme financier. Qu'est-ce qui arrive de mon entreprise? Qu'est-ce qui arrive de mon projet entrepreneurial? Mais mettez-vous aussi à la place de l'employé qui ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On est une petite PME, on sait que les ressources sont limitées. On est une start-up, on sait que les ressources sont généralement encore plus limitées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on communique? Il y a des gens qui risquent gros là-dedans. Donc, vraiment, stress et anxiété, là, sachez que ça occupe mon quotidien là, actuellement. On a dû procéder à des mises à pied, nous. Et puis, c'est de supporter aussi les employés qui ont été mis à pied, ce qui est pas nécessairement évident. Comme DRH, Alex, on apporte aussi un certain ajustement. Je dois accompagner, en fait, les gestionnaires ou les entrepreneurs, en fait, comme vous. Votre organisation du travail va être profondément transformée. La planification de l'organisation, la direction, le contrôle, vous ne pouvez pas le faire comme vous le faisiez précédemment. On rajoute à ça possiblement pour vous, si c'est non essentiel, en télétravail, ce qui rajoute la complexité. Et bon, croyez mon expérience, là, j'ai toujours des difficultés à me connecter, là, donc il y a plus de complexité, ça c'est clair. Donc c'est ce que je voulais dire, Alex, en somme, sur le rôle, en fait, qui a profondément été modifié, transformé dans les derniers jours, semaines. Oui, puis je pense que tu le mentionnes bien. Si on pouvait résumer l'ensemble de ces mesures-là, c'est vraiment le fait qu'il faut adapter sa façon de fonctionner, sa stratégie ressources humaines. Puis une des façons d'adresser ça, c'est définitivement de s'assurer que son plan RH soit aligné avec son plan d'affaires. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la stratégie ressources humaines est là pour supporter la stratégie d'affaires. Et si l'entreprise doit faire un pivot ou changer son business plan, elle doit absolument ajuster sa stratégie RH en conséquence. Fait que, justement, j'aimerais ça peut-être si tu pouvais, Martin, aborder, dans la mesure où une entreprise fait un pivot puis décide qu'avec son nouveau modèle d'affaires pendant la crise, il n'y a peut-être pas besoin de tous ses employés. Il y a un surplus d'heures possible à faire par ses employés par rapport à ce qu'il a réellement besoin. Disons qu'il veut éviter les mises à pied. C'est quoi les différentes alternatives qu'il pourrait possiblement envisager? Si tu peux juste les expliquer un peu. Bon, en fait, c'est pas exprimé sur la présentation, là, mais d'ores et déjà, je pense qu'on est en situation de crise, donc d'ores et déjà, on doit couper le gras, si je peux me permettre l'expression. Donc, couper les dépenses qui sont non essentielles, non critiques, éviter autant que faire se peut le temps supplémentaire. Bon, les voyages, c'est plus facile maintenant de le faire là, parce qu'on n'a à peu près pas le droit de bouger. Donc, couper ce qui est non essentiel. Ensuite de ça, bien là, évidemment, selon le cas, selon votre réalité, nous, c'est ce qu'on a mis en place là, jour 1, un gel d'embauche. Donc, on avait des besoins. Il faut prendre le temps d'évaluer, en fait, ce que l'entreprise, les revenus d'entreprise seront pour les prochaines semaines, mois. Donc, évidemment, on a procédé à un gel d'embauche. On a déjà fait aussi une diminution d'heures et une diminution du salaire. On a vu dans les questions précédemment, est-ce que l'entrepreneur devrait participer à ce type de mesure-là?
sais, moi, je vous dirais du point de vue RH, mais aussi du point de vue de l'employeur, c'est assez mal vu, je pense, de faire ou de demander, en fait, des sacrifices à des employés si on n'est pas prêt nous-mêmes, prêt à les faire. Donc, first thing first, avant de faire quoi que ce soit, c'est je pense qu'au niveau de la communication puis du message, c'est d'entreprendre ces mesures-là sur nous-mêmes. Donc, réduire son salaire, diminution des heures. Si on est un propriétaire d'entreprise, c'est plutôt l'inverse qui se produit, là. Donc, à la fois, on diminue le salaire, on augmente les heures, mais pensez aussi aux mesures qu'on a expliquées précédemment, en fait, qu'on a survolées précédemment sur, il y a peut-être de la formation à réfléchir, un travail partagé. Pensez, si vous avez des mises à pied à faire, de le demander avant s'il y en a qui sont volontaires. Dans mon cas, dans ma petite usine alimentaire, j'avais des personnes qui vivaient avec des personnes qui étaient à risque, donc ils n'ont pas hésité à se porter volontaire là, pour couper leur heure. Donc, voilà, c'est les options à considérer, Alex, avant les mises à pied, évidemment. Parfait. Puis je pense que s'il y a un point que tu as mentionné sur lequel j'aimerais revenir, c'est l'importance de, comme on dit en anglais, lead by example ou diriger par l'exemple. Puis si je peux passer un autre point à tous les entrepreneurs qui sont présentement avec nous, c'est que les employés, c'est sûr que dans la mesure où ils croient à votre entreprise, ils croient à votre mission, ils vont être prêts à faire des concessions, puis ils vont être prêts à tolérer certains désagréments. Mais gardez toujours en tête qu'ils vont vous regarder, puis ils vont s'attendre à ce que vous fassiez les mêmes efforts. Puis l'absence de ces efforts-là, ça va faire en sorte que vos employés vont être beaucoup plus vulnérables à une éventuelle offre d'une autre compagnie qui pourrait être intéressée à embaucher vos meilleurs talents. Et si l'employé se fait offrir un salaire supérieur dans une autre entreprise à laquelle il croit moins à la mission, mais il se dit, ben regarde, au moins mon boss, ma boss a pris une réduction salariale comme moi. Il est confiant que quand ça va commencer à aller mieux, il va récupérer son salaire qu'il avait avant. Ben là, il va peut-être être moins tenté d'accepter cette offre-là qui est temporaire, là, qui est intéressante temporairement, le temps de la crise. Également, je mentionne rapidement avant qu'on passe à la période des questions, bien, qu'est-ce qui arrive si on doit réduire l'effectif? Fait que là, vous avez fait votre analyse, vous faites votre fichier Excel dans toutes les façons que vous voulez. Malheureusement, il n'y a pas de façon qu'on peut y arriver. Il faut qu'on coupe des postes. Bien, la première chose que je vous encouragerais à faire, bien, au-delà du fait de vous faire accompagner par quelqu'un qui a de l'expérience, que ce soit un avocat, un conseiller en ressources humaines ou un gestionnaire d'expérience pour vous assurer de bien faire les choses, c'est d'identifier quels sont vos postes critiques et quels sont les postes qui sont nice to have, si vous permettez l'anglicisme. Alors, ce qui est vraiment important, c'est de savoir de qui j'ai besoin maintenant avec les mandats que j'ai pendant la crise et c'est qui les premières personnes que je vais avoir de besoin une fois que la crise va reprendre. Ça, c'est la première question à vous poser. La deuxième question à vous poser, c'est est-ce que mes chances de réattirer ces gens-là après, une fois que la reprise économique va être faite, sont élevées? Puis je vais vous donner deux exemples. En ce moment, on voit beaucoup d'entreprises qui mettent à pied des gens de marketing. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils sont confiants que ces gens-là, ont moins de plus-value pendant la crise, parce que souvent, les entreprises abandonnent leurs efforts de développement de la clientèle dans certains cas. Et par la suite, sont confiants que par la suite, suite à la crise, ils vont pouvoir récupérer ces gens-là ou les réembaucher. Mais à l'inverse, on voit très peu de personnes mettre à pied des personnes techniques, là. Des gens avec des expertises particulières au niveau tech. Il y a à peu près personne. Il va y avoir des réductions de salaire, des réductions d'heures, mais très peu de mise à pied parce que les gens savent très bien que c'est tellement difficile d'attirer du bon personnel technique dans vos entreprises. Alors, ces personnes clés-là, il faut les protéger et ça vient par, dans la mesure du possible, éviter les mises à pied parce qu'ils ne resteront pas sur le marché hors emploi très longtemps. Par la suite, une fois qu'on décide de faire ça, je voudrais mettre l'emphase sur les obligations morales que vous avez comme employeur. Puis je ne veux pas être paternaliste là-dedans, mais je vais vous apporter quelques points. Puis je pense que c'est des bonnes pratiques en gestion des ressources humaines. N'oubliez pas que vos employés ont donné, que ce soit une semaine ou que ça soit 10 ans, ces employés-là ont donné de leur temps. Oui, qui ont de l'argent, mais parce qu'ils croyaient à votre entreprise. Retournez-leur l'appareil et si malheureusement vous devez mettre fin à l'emploi, traitez-le avec respect, s'il vous plaît.
ils vont s'en rappeler et également, votre réputation va en sortir meilleure parce que ça se parle. Puis si vous les traitez en cow-boy, puis vous les traitez mal, vous dites « Prends tes affaires, va-t'en, j'ai plus d'argent pour toi », il va s'en rappeler, il va parler à ses collègues dans son domaine, puis il n'y a plus personne qui va vouloir venir travailler chez vous. Et au-delà de ça aussi, vous pourriez engager votre responsabilité pour faire poursuivre en dommages et intérêts si vous traitez mal vos employés en fin d'emploi puis que vous faites ça de façon cavalière. Par la suite, au niveau des obligations légales, je vais commencer par parler des critères que vous allez utiliser pour mettre fin à l'emploi des gens. Ce qui est important, c'est de bien sélectionner les gens à qui on va mettre fin à l'emploi. Exemple, je donne un exemple classique. Là, vous avez 5 personnes dans votre force de vente. Vous devez mettre dehors un vendeur. Bien, il y a des motifs qui sont légaux et il y a des motifs qui sont illégaux pour le choix de quel vendeur vous allez mettre dehors. Alors, ce qui est important, la première chose, c'est de respecter la charte. Vous ne pouvez pas mettre dehors des gens parce qu'ils ont déjà pris des congés maladie ou parce qu'ils ont un handicap particulier, parce qu'ils sont d'une origine ethnique particulière, parce qu'ils ont une âge particulière, parce qu'ils sont d'un sexe particulier. Alors, vous évitez les motifs de charte. Vous y allez avec des motifs qui sont objectifs. Ça peut être multimotif, ça peut être multifactoriel, comme c'est le cas normalement. Puis les motifs classiques, on peut dire, pour le choix de l'employé, disons que vous en avez un enlevé sur 5, bien, ça va être l'ancienneté, ça peut être la performance au travail. Également, votre vendeur qui rapporte le moins de ventes, mais c'est normal que c'est lui que vous ayez laissé partir en premier. Ça peut être la compatibilité avec la culture d'entreprise. Puis c'est également une belle opportunité, c'est triste à dire, mais c'est en même temps une belle opportunité de peut-être vous départir des éléments qui sont moins performants chez vous, puis de capitaliser sur ceux qui le sont plus pendant cette période de crise-là, même si théoriquement, vous pourriez supporter au niveau économique quelques mois supplémentaires le salaire d'une personne. Par la suite, ce qui est important de garder en tête, puis on pourra répondre aux questions par la suite là-dessus s'il y en a, c'est la distinction entre une mise à pied et un licenciement. Fait que si vous pensez que la fin d'emploi va durer plus que 6 mois, alors là, vous êtes mieux d'y aller avec le licenciement, c'est-à-dire la rupture du lien d'emploi. Cette personne-là ne travaille plus pour vous et elle n'est plus liée par un contrat de travail. Fait que vous la réembauchez si vous voulez la ramener. Et également, vous devez lui payer le préavis de fin d'emploi qui est prévu à la loi sur les normes. Je vous inviterai à aller consulter le site de la CNESST si vous voulez avoir des détails là-dessus ou la loi sur les normes. Et également, vous devez lui payer le préavis de fin d'emploi qui peut être travaillé ou juste payé en argent en vertu du Code civil. Ça, je vous inviterai à consulter un professionnel pour savoir c'est quoi les obligations que vous avez à cet égard-là. Tandis que pour une mise à pied de moins de 6 mois, bien là, vous n'êtes pas nécessairement obligé, vous n'êtes pas obligé de faire un préavis, vous n'êtes pas obligé de payer les vacances, vous n'êtes pas obligé de faire une lettre de fin d'emploi. La seule affaire qui arrive, c'est que la personne elle se fait annoncer qu'elle ne travaille plus pour les prochaines semaines, pour les prochains mois à cause d'un manque de travail. Vous faites son relevé d'emploi, la personne a le droit à l'assurance chômage et pendant ce temps-là, elle garde son lien d'emploi avec vous. Mais je vous encourage fortement à faire cette évaluation-là parce qu'il y a quand même des conséquences au fait que cette mise à pied-là dépasse 6 mois et il vaut mieux savoir à l'avance si on met à pied de façon permanente ou pas. Et en terminant, je mentionnerai, je sais que beaucoup de personnes ont des beaux contrats de travail avec des clauses copier-coller de non-concurrence. Au-delà de la validité de la clause de non-concurrence, sachez que si vous mettez fin à l'emploi, cette clause de non-concurrence concurrence-là ne sera pas applicable. Alors, si vous mettez fin à l'emploi pour des motifs économiques, ce n'est pas des liens en lien avec vraiment la personne, ce n'est pas un congédiement, c'est un licenciement, mais la personne va pouvoir aller travailler chez votre concurrent, même si elle avait une belle clause de non-concurrence dans son contrat, ça fait partie de la game. Alors, de façon globale, c'est les enjeux qu'on voulait aborder aujourd'hui. Je ne sais pas si, Martin, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on aille vers la période de questions? Bon, en fait, si je peux me permettre, on est 2 spécialistes RH, mais ce qu'on veut vous dire, en fait, c'est dans certains cas, les mises à pied sont nécessaires. C'est une décision difficile, impopulaire, mais nécessaire. Puis c'est même responsable, possiblement, de le faire pour assurer la pérennité et la viabilité de l'organisation. Donc, au-delà de l'aspect humain, il y a quelque chose de plus grand, c'est l'entreprise. Donc, si on veut penser à l'après-COVID, ben, il faut être encore là. Donc, il y a des décisions qui sont difficiles, mais nécessaires. Puis, c'en est des mises à pied, c'en est des décisions qui ne sont pas faciles. Martin, Alexandre, il y a certains entrepreneurs qui ont déjà fait une vague de mise à pied dans les dernières semaines, puis là, sont en réflexion pour la suite, que ce soit des défis qu'ils vont avoir à faire face dans les prochains jours, semaines. Est-ce que vous auriez des conseils? Puis aussi même,
prévoir le après puis la réembauche. Est-ce que vous pouvez aborder ce point-là? Oui, bien, je peux commencer peut-être, puis Ouais, Martin, tu vas-y. pourras complémenter. Ce que je dirais, là, au risque de me répéter, là, c'est que tout est drivé par vos scénarios au niveau business. Fait que ce qui est important, là, c'est de vous asseoir avec votre comptable ou du moins de votre côté, faire des scénarios, best case, worst case, most probable, là, puis d'estimer au niveau de votre charge de travail, au niveau de vos mandats, au niveau de votre clientèle, où est-ce que vous allez être dans 3 mois, dans 6 mois et dans 1 an, parce que toutes vos décisions RH vont être basées là-dessus. Et c'est sûr que vous allez vous tromper, que ça ne sera pas 100% parfait, mais moi, ce que je vous encouragerais à faire, c'est d'être plus conservateur que passé, de peut-être prendre plus de risques au niveau des postes techniques que vous allez avoir la difficulté à tirer. Puis à l'inverse, peut-être attendre 1 mois de plus avant de rembaucher un vendeur ou quelqu'un de marketing ou quelqu'un qui est peut-être moins critique, qui est plus des services indirects, qui est plus de l'overhead. Moi, c'est ce que j'aurais à dire là-dessus. Et je pourrais peut-être ajouter, pour les gens qui sont mis à pied, le lien d'emploi perdure. Donc, je vous invite vraiment à communiquer avec eux, d'entretenir cette relation-là malgré tout, d'être à l'affût des différentes mesures. Hein. Là, on est des petites entreprises, on est des startups, mais il y a des méga entreprises type Air Canada qui ont mis à pied, il y a une semaine ou deux, 16 500 employés pour finalement toutes les rappeler hier ou dans tout cas du moins dans les prochains jours. Donc, c'est pas une erreur, là. Donc, soyez à l'affût des mesures, communiquez avec eux, restez en contact, prenez le pouls de vos gens. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez le poser dans l'onglet Q&A ou même lever votre main. Je vais pouvoir vous donner accès au micro. Allez-y. Sinon, il y a certains participants qui avaient posé des questions en amont. On peut peut-être aborder comment gérer le retour d'un employé sans lui ôter le bénéfice de l'assurance-emploi ou les autres mesures d'aide. Bien, grosso modo, ce que je dirais là-dessus, c'est ça dépend si la personne est dans un programme de travail de temps partagé ou pas. Si le programme de temps partagé a été approuvé, fait que, grosso modo, pour ceux qui ne le savent pas, là, un programme de temps partagé, c'est que vous réduisez les heures de travail de 10 à 60 d'un employé et en échange, le temps qui n'est pas travaillé, il fait une demande d'assurance-emploi pour ces heures-là. Il se fait payer 55 du salaire, ce qui est admissible à l'assurance-emploi pour les heures non travaillées. Fait que ce que ça permet, c'est de jouer à un certain niveau au nombre d'heures travaillées VS ce qui est payé par l'assurance-emploi. Mais c'est sûr que la journée que lui revient travailler pour vous et que vous le rémunérez, cette personne-là doit déclarer ses heures travaillées auprès de l'assurance-emploi, puis ça va engendrer une coupe au niveau de ses prestations. Mais ce n'est pas du 1 pour 1. Là. Si je me rappelle, c'est probablement du 50 là, avec le nouveau programme. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir une perte au niveau de l'assurance-emploi, mais ça devrait être compensé par du salaire. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Martin. En fait, ce que je pourrais ajouter aussi, il y a un paquet de cas de figure. Hein? Il y a des vendeurs, par exemple, qu'on a mis à pied, mais qu'on a rappelé en coupant leur salaire de base de beaucoup, mais en bonifiant énormément leur rémunération variable. Donc, soyez créatifs. En fait, c'est le temps de réfléchir à différentes options et scénarios. On a une question de Lucas. Je vais te donner la parole si tu veux poser ta question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, la question, c'était pour des employés qu'on est en train d'embaucher, donc qui n'ont pas encore commencé le travail, qui vont venir tantôt, et qu'on n'a pas encore set-up de payroll parce qu'on est une compagnie early stage et qu'on n'a pas encore de gens sur le payroll, est-ce qu'on peut tout de même bénéficier des 75% couverts par le gouvernement? J'ai commencé la présentation en exposant certaines limites. Ce que je peux en comprendre, c'est que les comparables, en fait, pour ne pas bénéficier de la subvention de 75 il fallait avoir une diminution de 30 des ventes. Le comparable, la base de comparaison était, par exemple, mars 2019 versus mars 2020. Probablement, Lucas, que ton entreprise n'a pas vécu cette première année.
Si tel était le cas, possiblement que les ventes de mars étaient beaucoup plus basses. Donc, la flexibilité, en fait, que le gouvernement a mis en place dans les derniers jours, c'était de dire, OK, on va prendre une base différente, soit celle de janvier et février. Et s'il y a une diminution de 30 on va pouvoir appliquer la subvention. Je ne sais pas si ça répond Oui, puis peut-être juste pour ajouter, selon ma compréhension du programme, puis encore là, on est déjà en RH, on n'est pas dans la tête du gouvernement, mais selon ma compréhension du programme, le but du programme des subventions salariales, c'est pour maintenir les emplois et ça ne vise pas à l'embauche de nouveaux employés. Cela étant dit, ça se peut que votre entreprise soit possiblement éligible malgré ça aux critères en fonction des revenus qu'elle avait en janvier, en février. Mais c'est sûr que dans l'optique où vous avez généré ces revenus-là en janvier, février sans l'employé, puis après ça, en mars, justifier une subvention salariale pour une baisse de revenus, c'est un peu difficile. Là. Mais au pire aller, ce qu'on pourra faire, c'est ce que je vous encouragerais à faire, je pense que c'est l'Agence du revenu du Canada qui administre le programme. C'est peut-être de les contacter pour valider à ce niveau-là. Après, je pose seulement la question parce que, comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, c'est clair que en fait, nous, on a commencé à travailler avril 2019, donc on n'a pas une année de comparable. Et parce qu'on avait déjà prévu finalement d'engager des personnes pour début mai. Et le virus finalement nous impacte tous, même les compagnies qui sont, disons, plus en phase de démarrage. Et que des fois, ça reste difficile finalement d'engager ces nouvelles personnes si nous aussi on a une baisse de revenus et qu'on n'a pas les moyens pour payer l'entièreté de leur salaire. C'est juste qu'il y a cette particularité-là n'a pas forcément été évoquée dans le site de Revenu Canada. Puis c'est vrai que j'étais curieux de savoir si vous auriez peut-être la réponse ou la source où je pourrais aller m'informer comme il faut. Oui, puis peut-être une des pistes de solution, parce que j'imagine que si vous aviez du revenu avant avril, si vous avez une baisse, j'imagine. Avant quand, pardon? Avant avril, OK, parce que c'est en avril 2019. Fait que là, vous aviez déjà des revenus dans la dernière année. Peut-être, je ne sais pas si vous versiez les salaires, mais c'est peut-être quelque chose à regarder aussi, c'est que la subvention salariale, elle pourrait possiblement s'appliquer sur le salaire que vous versiez comme propriétaire. Fait que ce serait peut-être une demi-mesure qui vous permettrait d'aller chercher quand même une partie de cette subvention-là, en vous basant sur le fait que, parce qu'ils ont ouvert la porte à ce que ce soit une autre référentielle que mars à mars, si l'entreprise est plus jeune. Mais ça serait peut-être à ce moment-là plus sur vos salaires à vous puis à votre cofondateur, le cas échéant, si vous en versiez, que votre nouvel employé, parce que le nouvel employé, lui, n'était pas nécessaire pour les revenus qui ont été générés l'an passé. À qui est-ce qu'il faut s'adresser, vous dites? Mais moi, à date, je ne pense pas qu'il y a de point de contact unique encore d'identifier, mais je sais que les questions-réponses et le programme est supposé être administré par l'Agence du revenu du Canada. Puis on devrait avoir les détails sous peu là, sur qui c'est qu'on peut appeler pour la demander, cette subvention salariale. Super, je vous remercie beaucoup. Parfait. On avait une autre question, je pense, qui renchérit sur ce que vous parliez déjà. Je vais vous donner la parole à Richard. Richard, tu as juste à enlever le mute sur ton micro. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, ma question, elle est... Enfin, vous avez en partie répondu. Non, on va faire une demande pour l'aide de 75% des salaires sans être sûr de l'obtenir parce qu'effectivement, les règles changent. On n'a pas 12 mois de recul, c'est souvent le cas avec les startups. Mais il semblerait qu'on puisse faire une demande si on a une baisse de chiffre d'affaires sur les 3 premiers mois de l'année. Et là, c'est notre cas. Donc, on va voir si on l'obtient ou pas. Mais il y a aussi que ce qu'on est en train de faire, nous, on a peut-être une chance, c'est que ça correspond à la situation actuelle et qu'on va probablement avoir un développement relativement rapide, mais pas avec du revenu qui va venir tout de suite. Ça sera décalé, c'est à peu près certain. Donc, si on a besoin de faire des embauches pendant la période où on a une croissance de l'activité, mais pas encore une croissance de chiffre d'affaires, est-ce qu'on va pouvoir demander de nouveau 75% ou est-ce qu'il y a un autre type d'aide qu'on pourra demander à ce moment-là? Bien, ce que je vous dirais un peu dans le même sens de ce que j'ai répondu à Lucas, je pense que l'objectif derrière la mesure, c'est de permettre la stabilité des emplois dans la mesure où il y a une perte de revenus. Les nouveaux emplois
pourrait possiblement, dépendant de l'administration gouvernementale, faire l'objet d'une acceptation par rapport à ça. Mais dans tous les cas, ce que je vous encouragerais à faire, c'est peut-être voir s'il n'y aurait pas d'autres programmes qui pourraient être intéressants pour vous, là, notamment dans ceux qui ont été présentés par rapport au crédit. Puis je sais qu'aujourd'hui, la BDC a annoncé un programme en capital de risque pour les entreprises en démarrage à ce niveau-là. Puis je sais qu'il y a certains systèmes de prêts également dans ceux qui ont été présentés par Martin au début qui sont disponibles. Ce que je vous encouragerais à faire, si vous voulez avoir plus de détails sur ça, il y a différents sites. Soit aller directement sur le site du gouvernement du Canada sur le plan économique COVID-19 et celui du gouvernement du Québec. Également, il y a des agences plus neutres ou des OBNL, là, comme par exemple la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Puis je pense qu'il y a d'autres organismes dans l'écosystème des startups là, qui font des résumés des mesures. Fait que c'est vraiment de regarder au cas par cas, mais vous, ça serait probablement plus dans l'optique où les revenus sont plus longs à rentrer, des systèmes de prêts avec un possible remboursement partiel via subvention, tels que les différents programmes qui ont été annoncés, puis de l'essayer avec la subvention gouvernementale de 75 % en gardant en tête qu'il y a des bonnes chances que ça ne marche pas. Oui, d'accord. Mais si je peux me permettre peut-être un ajout. En fait, il y a une grande disponibilité actuellement sur le marché de main-d'œuvre. Donc, il y a peut-être des gens qui seront enclins à accepter un salaire qui est peut-être un peu plus bas ou très, très concurrentiel. Mais vous pourriez combiner avec un montage au niveau de la rémunération avec soit des primes de performance ou des bonifications qui arriveront plus tard dans l'année. C'est le hasard fait bien les choses parfois, là, qui coïnciderait avec l'augmentation de vos revenus. Parce que, inévitablement, la crise apportera des pressions déflationnistes sur les salaires. Heureusement ou malheureusement, question de perspective. Là. Ça, c'est certain. Ouais. Et recourir à ce genre de solution est tout à fait légal. Il n'y a pas de problème pour avoir un accord où, en fait, la rémunération est essentiellement différée. Mais à vrai dire, ce n'est pas nécessairement un système de rémunération différée. Ce que vous faites, c'est comme n'importe quelle entreprise, vous pouvez offrir des bonus qui sont associés à différents objectifs. Fait que la rémunération de base est totalement légale puis transparente. Oui. Puis la rémunération conditionnelle à la performance, mais elle n'est pas certaine pour l'employé. Fait que dans cette optique-là, ce n'est pas une cachotterie que vous faites au gouvernement. C'est vraiment juste la rémunération basée sur la performance. Là. Puis, je pense que vous voulez rajouter quelque chose, Martin? Non, c'est exactement ça. Ouais. D'accord, je comprends, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Vous pouvez lever la main ou la poser sur le Q&A. Si vous levez la main, je vais juste ouvrir votre micro. Sinon, on avait eu une autre question en amont pour savoir c'était quoi les enjeux en ce moment pour les firmes de recrutement ou de placement. En fait, les enjeux, c'est que je ramène l'exemple à mon exemple là, réel. Là, les services professionnels ont beaucoup augmenté. Les gens se dotent souvent de services de consultants moins risqués. Et puis, bien évidemment, pour les firmes de placement, il y a une grande disponibilité là, de ressources disponibles là, actuellement. Donc, il y a des opportunités. Je ne sais pas si la question allait dans ce sens-là, mais ça crée des opportunités. Le COVID crée des opportunités, ça c'est sûr. Il faut peut-être juste changer sa base de clientèle parce que c'est sûr que si en ce moment, vous avez normalement une clientèle en placement dans la production industrielle, qui est une industrie non essentielle, ou que vos clients, c'est principalement des commerces au détail qui ne sont pas dans le domaine de l'alimentation, c'est sûr que votre modèle d'affaires à court terme n'est pas viable. Ouais. Mais il y a des industries qui roulent plus qu'ils n'ont jamais roulé. Puis c'est de cibler ces industries-là pour essayer de développer votre clientèle en conséquence. Toujours en se gardant, puis étant un entrepreneur comme Martin, se gardant peut-être une petite gêne là, avant de simplement faire du cold call pour approcher des entreprises qui sont peut-être sur le bord de la faillite, là, avant de leur proposer des services qu'ils n'ont peut-être pas besoin. Fait que d'essayer de développer vos relations avec vos contacts, et puis vous assurer que quand vous approchez une entreprise, là, pour ne pas être mal vu, là, que ce soit vraiment un besoin qu'elle pourrait possiblement avoir de besoin à court terme. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez des employés, profitez-en. Oui. RH en général, c'est pas obligé d'être juste
sur les subventions. Ça peut être ces bonnes pratiques RH aussi, on est là pour ça. Sinon, de toute façon, je peux peut-être partager des ressources qui vont pouvoir avoir accès. Il faudrait que tu les montres là quand même. Oui. Ah, on a des questions finalement. Ah, bon, parfait. David, je vais ouvrir ton micro. Allez-y. Il n'y a pas de micro, je pense. Ça dit je n'ai pas de micro pour poser la question, mais est-ce que l'employeur peut faire la demande pour la subvention de travail partagé ou est-ce plutôt l'employé? Devons-nous combiner le partage et la subvention de 75 %? Alors, c'est une demande qui doit être faite par l'employeur pour que l'employé puisse bénéficier de ça. Et évidemment, ça impacte la subvention de 75 % parce que si vous réduisez les heures de travail, ben, le salaire de l'employé va réduire. Et ce qu'il reçoit à l'assurance emploi n'est pas considéré comme du salaire qui est admissible à la subvention salariale. Alors, ce que je vous encouragerais peut-être à faire, c'est si vous êtes pour réduire les heures d'emploi, ben, c'est d'y aller après le programme de subvention salariale, c'est-à-dire d'y aller avec une subvention salariale de 75 % les 3 premiers mois. Quand le programme termine, d'après ça, si vous voulez continuer à employer l'employé, ben là, c'est de réduire ses heures puis d'y aller avec un programme de travail partagé. Super. Il y a une autre question qui dit « J'ai un employé qui possède un permis de travail post-diplôme qui stipule interdiction de fréquenter un établissement d'enseignement ou de suivre un cours théorique ou professionnel à moins d'avoir une autorisation. Peuvent-ils bénéficier de les formations programmes Action concertée pour le maintien en emploi, le PACME COVID-19? » Je ne sais pas si sinon je peux répondre, mais Martin, grosso modo, on n'est pas des experts en immigration, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis sûr à 95 % là, que les formations en entreprise ne sont pas visées par ça. L'objectif, j'imagine, par ces genres de restrictions-là, c'est s'assurer que les employés n'aillent pas à l'université pendant leur contrat de travail. Mais l'employeur a toujours la flexibilité d'offrir des formations obligatoires à ses employés. C'est ce genre de formations-là qui sont subventionnées. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions? Vous pouvez lever votre main, n'hésitez pas. Ah, Richard, unmute. Allez-y. Oups, ça... Vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une suggestion. Il y a des webinaires hebdomadaires organisés par Bonjour Startup Montréal et Montréal Inc., comme le vôtre, dont celui d'hier. Et ça en fait deux, où le sujet de l'organisation du travail en remote est évoqué. Et puis, pour beaucoup de startups, ça devient intéressant de pérenniser ce qui est en train de se passer, en fait, et d'autoriser les gens à travailler de chez eux. Nous, on va prendre sa direction, ça ne peut pas certain. Puis je vois bien que ces questions-là, ça intéresse beaucoup de monde. Mais l'aspect qui n'est pas du tout abordé, c'est ce dont vous parlez. C'est-à-dire, les gens qui sont intervenus parlent de la culture de l'entreprise autour de ce genre de choses, parlent des outils. Mais comment tout ça s'encadre dans un cadre juridique RH, c'est pas du tout abordé. Et je me demande s'il n'y aurait pas intérêt à ce que vous essayiez de combiner les choses là. Il va y avoir des transformations dans l'organisation du monde du travail. Demain, si on recrute et qu'on recrute quelqu'un qui travaille en Ontario, qui travaille en Colombie-Britannique et qui ne sera jamais au bureau ici, qu'est-ce qu'il faut que l'on sache au plan de la gestion RH? Voilà. Surtout dans une période où on a aussi besoin de demander des aides, on a aussi besoin de passer la crise, quoi. Je vais certainement, vu ce que vous m'avez dit, moi je vais rechercher les aides qui sont disponibles au Québec. Mais je vois venir le moment où on va devoir se mettre d'accord avec des gens aux États-Unis, en Europe, etc. Voilà. Et je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire à rapprocher les deux choses, les deux sujets. Je pense que c'est une bonne suggestion. Oui, c'est une bonne recommandation. Et puis,
Là, évidemment, on est dans la crise actuellement, mais depuis les 3 dernières semaines, nous, on est 100% en télétravail et puis ça faisait pas partie de la culture d'entreprise d'encourager le télétravail. C'était t'es chez vous, t'es en vacances. Donc, mais là, je pense que les propriétaires ont été sensibilisés à l'importance de tout ça, puis au fait que ça fonctionne. Il y a de la performance, il y a des livrables, il y a du travail qui se fait. Puis on était sur le point, nous, d'agrandir notre place d'affaires à Montréal. Puis j'ai la certitude aujourd'hui qu'on ne va pas grossir de l'autre 4000 pieds qu'on voulait prendre, là. On va réorganiser le travail, ça fonctionne. Les gens, c'est ce qu'ils souhaitent aussi. Tu sais, à l'embauche, Alex et moi, on fait beaucoup de chasse, puis on embauche. C'est des requis maintenant, c'est des exigences plus qu'un wish list là, d'avoir la possibilité de télétravail. Puis le COVID, en fait, fait la démonstration. Là, on aurait souhaité faire un autre type de démonstration, mais fait aussi la démonstration que ça marche, que c'est possible, puis que l'organisation du travail sera transformée à jamais. Ça, on en a la certitude. Oui, de mon côté, si je peux me permettre, je le vois aussi, je vois déjà cette tendance qui se met en place, et je vois aussi que les services en ligne, qui sont des outils de gestion en ligne, de gestion de projet, ce genre de choses, sont en train, les uns après les autres, de proposer des nouvelles fonctionnalités pour le travail en remote de façon permanente. Donc, il y a une tendance profonde là-dessus. Et puis, une fois de plus, j'ai peur. Ce que je voudrais éviter, c'est qu'on passe à côté de quelque chose soit qu'on doit respecter sur le plan juridique, comment ça se combine avec le droit du travail, soit sur on va dire le droit fiscal, c'est-à-dire éventuellement les aides qu'il peut y avoir et ce que ça veut dire, ce que ça peut vouloir dire dans d'autres domaines, quoi. Voilà, c'est ça mon point, c'est que je vois que ça va vite, très vite sur la réponse des fournisseurs d'outils, et si eux y répondent, les entreprises vont suivre. C'est un super bon point. Puis je peux juste rajouter sur ce que vous dites, Richard, en concluant, puis sur ce que Martin a dit également. Autant ça force les entreprises actuellement à changer leur façon de fonctionner au niveau du télétravail, autant ça représente des avantages et des complexités supplémentaires pour les entreprises parce que je crois que la crise actuelle, puis je vais vous donner un exemple. Moi, je suis en processus d'embauche actuellement pour une conseillère dans mon équipe, puis je vais embaucher quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Parce que j'ai des besoins, il faut qu'on continue. Fait que je n'aurais jamais serré la main de mon employé avant qu'elle soit sur mon payroll. Mais ça va faire en sorte que ça va changer. Puis théoriquement, là, moi, je n'ai même plus besoin de regarder à Montréal. Là, je peux embaucher à Sherbrooke, à Québec, à Charlevoix, si ça me tente. Parce que c'est des mandats qui vont être faits 100% à distance. Puis dans le domaine des startups, dans la mesure où il y a certains postes techniques qui sont extrêmement difficiles à combler, ça veut dire que les entreprises vont se dire, bien là, je n'ai plus besoin de regarder à Montréal. Si je veux aller à San Francisco, l'embaucher, mon employé, bien, c'est quoi la différence s'il travaille à distance? Puis ça va rajouter de la complexité au niveau du droit du travail, par exemple, des contrats d'emploi, des juridictions en cas de problématique pour les employés. Mais ça va faire en sorte qu'une fois qu'on va faire cette transition-là, si on la complète comme du monde, puis les jeunes pousses que vous êtes actuellement, qui sont en train de développer leur modèle d'affaires puis de se bâtir pendant cette crise-là, vont avoir l'avantage d'être bâtis pour ça. Ils vont pouvoir vraiment, je pense, capitaliser sur le marché mondial de talent qui va être disponible pour eux autres, contrairement à d'autres entreprises qui encore aujourd'hui ont de la difficulté à s'adapter au télétravail. Tout à fait. Et puis, les participants au webinaire qui connaissaient bien le sujet avaient évidemment travaillé pour des entreprises américaines, et puis celles qui a priori ont le plus d'expérience, c'est GitHub et Envision, donc on parle de services informatiques évidemment, mais là avec un recul de plusieurs années. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher auprès d'eux sur des conseils à donner aux startups montréalaises. Pas uniquement, une fois de plus, sur la structure, sur la culture et les outils. Ça, c'est une chose, mais on sait bien qu'en RH, ça n'est qu'une partie. Merci beaucoup pour votre commentaire. Merci. On a le temps pour une dernière question. Est-ce qu'il y en a une? Levez votre main ou posez-la dans le Q&A. Donc, je vais juste partager mon écran. Je vous donne d'autres ressources. Est-ce que vous le voyez?
Oui. Il y a une FAQ qui est disponible sur le site de bonjourstartup.ca où il y a plusieurs questions, pas seulement RH, mais sur les autres mesures gouvernementales et d'autres sujets reliés à la crise du COVID-19. Vous pouvez la consulter, c'est vraiment très pertinent. Sur la page web aussi de bonjourstartup.ca sur mesures économiques COVID-19, on relate toutes les différentes mesures qui ont été mises en place pendant la crise. Et on a un document collaboratif que vous pouvez même, si vous avez des réponses à des questions ou des interrogations, des questions sur les finances selon votre type d'entreprise ou votre stade, il y a beaucoup d'informations pertinentes là. Martin et Alexandre sont tous deux experts coach bénévoles chez Montréal Inc. Et on a ouvert un service sans frais où vous pouvez poser vos questions directement à des experts. Vous avez juste à écrire vos besoins, vos problématiques à coach@montrealinc.ca et vous allez être mis en relation avec quelqu'un pour vous venir en aide. N'hésitez surtout pas. Je vais aussi vous partager les présentations que vous avez vues aujourd'hui pendant le webinaire. Merci beaucoup, Martin et Alexandre. C'est super généreux de votre temps. Tout le monde, n'hésitez pas à écrire à coach@montrealinc.ca. Bonne fin de journée. Merci. À bientôt.